Bonjour, bienvenue sur Athlétique Carnivore. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la génétique, de l'ADN et comment l'ADN peut devenir un argument de vente. Alors imaginez la scène, vous faites un test génétique, on vous prélève un peu de salive, quelques semaines plus tard, on vous annonce quelque chose qui sonne très sérieux. Vous avez APOE4. Et juste derrière, on vous explique que vous avez davantage de risques de développer Alzheimer, que votre alimentation doit changer, que certaines graisses deviennent dangereuses pour vous, qu'il faudrait prendre tel complément, telle vitamine, faire tel autre test, puis revenir pour une nouvelle consultation. À ce moment-là, vous ne réfléchissez même plus au prix. La seule chose que vous avez retenue, c'est que vous avez entendu le mot Alzheimer. Et c'est précisément là que la génétique peut devenir un formidable outil scientifique ou un outil commercial. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dès le départ, un gène peut réellement modifier un risque sans pour autant décider de votre avenir. Et surtout, découvrir un variant génétique ne signifie absolument pas qu'on vient de découvrir le régime alimentaire qui vous convient. La frontière entre les deux, elle est plutôt imposante. Pourtant, commercialement, parfois quelques lignes suffisent à la faire disparaître, cette frontière. On vous montre 50, 100, voire plusieurs centaines de variants, on vous donne un rapport épais, il y a des couleurs, des pourcentages, des mots compliqués, des risques faibles, modérés ou élevés. Et forcément, sur 100 informations différentes, on va trouver quelque chose, immanquablement. La vraie question, elle est donc très simple. Est-ce qu'on vient réellement de découvrir quelque chose d'utile sur votre santé, ou est-ce qu'on vient surtout de fabriquer une raison supplémentaire de vous vendre quelque chose? Alors, restons sur APOE4. C'est l'exemple qu'on a pris au début, puisque c'est probablement l'un des meilleurs exemples. APOE est un gène que nous possédons tous. Il existe sous plusieurs versions fréquentes. La version appelée Epsilon4, ou APOE4, est associée à un risque plus élevé de maladie d'Alzheimer tardive. Ça, c'est pas une invention. Une personne qui possède une copie d'APOE4 a en moyenne un risque nettement plus élevé qu'une personne qui n'en possède pas. Avec 2 copies, le risque augmente encore davantage. Donc si quelqu'un vous dit APOE4 n'a aucune importance, c'est faux, déjà, de base. Maintenant, comment arrive le piège? Alors, augmenter un risque, ce n'est pas provoquer une maladie. Ce sont 2 choses complètement différentes. On va prendre un exemple simple. Si je vous dis qu'une voiture d'occasion a 2 fois plus de risques de tomber en panne qu'une autre, ou qu'une voiture neuve, je ne viens pas de vous dire qu'elle va tomber en panne demain. Je vous ai donné une information statistique. Pour connaître le risque réel de ce véhicule, il faut quand même savoir d'où l'on part, quel est l'âge de la voiture, comment elle a été entretenue, combien elle a fait de kilomètres et dans quelles conditions. Autant d'informations dont on ne dispose pas forcément dès le départ, donc qui ne permettent pas d'évaluer correctement la situation. Pour Alzheimer, évidemment, c'est beaucoup plus complexe encore, vous vous en doutez. L'âge compte, l'histoire familiale, la santé cardiovasculaire, le tabac, l'activité physique, le sommeil, le diabète, l'hypertension, l'environnement et probablement encore de nombreux facteurs que nous ne comprenons pas encore complètement et qui comptent également et qui viennent peser dans la balance. Alors APOE4 modifie le terrain, oui. Il ne signe pas votre condamnation. Alors le National Institute of Aging américain, il dit lui-même très clairement que le test d'APOE n'est pas utilisé en routine pour prédire qui développera ou non Alzheimer, parce qu'il n'en est tout simplement pas capable. Aussi simplement que ça. Maintenant, regardez ce qui peut se passer commercialement. On part d'une phrase vraie. APOE4 augmente le risque d'Alzheimer. On est d'accord, c'est notre postulat. Puis, on glisse une deuxième phrase. Donc, votre alimentation doit être différente. Puis, on glisse vers une troisième phrase. Donc, il vous faut précisément ce protocole. Et enfin, voici les compléments et les analyses supplémentaires qu'il faut acheter ou qu'il faut aller effectuer. Le premier morceau peut être scientifiquement solide. À partir du deuxième, ça demande déjà beaucoup plus de preuves, de démonstrations, d'étayage, quoi. Là, on reste un peu dans le flou. Alors, quant au troisième, ça peut vraiment devenir très spéculatif. Et le quatrième, lui, c'est devenu une vente pure et dure. C'est ça qu'il faut apprendre à repérer, parce qu'un test génétique peut être techniquement parfaitement exact,
tout en donnant lieu à une interprétation complètement exagérée. Tout est une question d'interprétation, c'est comme des textes de loi, c'est la même chose. Donc, c'est un point qui est essentiel. Le laboratoire peut avoir parfaitement lu votre ADN, vous pouvez réellement être APOE3 ou APOE4, la machine n'a pas forcément fait d'erreur. Mais la question suivante, elle est beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'on a réellement le droit de conclure de cette information? Et là, beaucoup de gens vont confondre précision du test et valeur de la recommandation. Ce n'est pas parce qu'on mesure quelque chose avec précision de manière extraordinaire que cette chose permet de prendre une décision tout aussi extraordinaire. Je peux mesurer votre taille au millimètre près, ça ne me dira toujours pas quel petit déjeuner vous devez manger. Donc pour les gènes, c'est pareil en gros. En plus, on teste des choses, plus l'illusion devient impressionnante. On va prendre quelqu'un par exemple qui vous annonce nous analysons 150 variants génétiques. Super. Pour le client, ça sonne forcément mieux que 5. 150, ça paraît extrêmement personnalisé. Sauf qu'il faut poser une autre question. Combien de ces 150 variants changent réellement une décision médicale ou nutritionnelle avec un niveau de preuve suffisamment solide? Parce que trouver un variant, c'est pas difficile. Nous sommes tous remplis de variants. C'est la normalité humaine. Si vous cherchez suffisamment longtemps dans l'ADN de n'importe quel individu, vous trouverez des dizaines de choses associées à un risque plus élevé ou plus faible, avec une absorption légèrement différente, une tendance statistique à ceci ou à cela. Et là, le rapport peut devenir une machine parfaite à produire des recommandations, et c'est tout. Vous avez un variant associé à la vitamine D. On vous parle de vitamine D. Ok, un variant autour du métabolisme du folate. On vous parle de folate ou de méthylation. Une variation associée au métabolisme de la caféine. On vous explique combien de café vous devez boire. Une association statistique avec le poids. On vous construit un régime. APOE4. On vous parle du cerveau, des graisses, du cholestérol, parfois de suppléments. Et à la fin, vous avez l'impression qu'on vient de lire le manuel d'utilisation secret de votre organisme. Le problème, c'est que ce manuel, il n'existe pas encore. Si tant est qu'un jour il existe. La biologie humaine ne fonctionne pas comme ça. Pour la plupart des maladies courantes, il n'existe pas un interrupteur génétique unique. Il existe des centaines, parfois des milliers de petites influences qui interagissent entre elles et avec votre environnement. Et surtout, une association génétique ne signifie pas nécessairement qu'une modification alimentaire précise annule cette même association. C'est là que la nutrigénie commerciale va parfois beaucoup trop vite. Elle peut partir d'une étude disant les personnes possédant ce variant ont en moyenne une différence statistique sur tel marqueur. Puis transformer cela en vous possédez ce variant, donc vous devez manger comme ceci. Mais entre les deux phrases, il manque parfois l'étude la plus importante, celle qui démontre que les personnes possédant ce variant obtiennent effectivement de meilleurs résultats lorsqu'on leur préconise ce régime plutôt qu'un autre. C'est ça qu'on veut comme réponse. Et ce type de preuve ou de démonstration, c'est du coup un peu plus difficile à obtenir. On a un autre exemple aussi avec l'étude Diet-Fit menée à Stanford sur plus de 600 adultes en surpoids. Ils les ont répartis en un groupe alimentation saine pauvre en graisse et un groupe en alimentation pauvre en glucides. Les chercheurs, ils ont ainsi étudié un profil génétique qui était censé aider à déterminer qui répondrait le mieux à quel régime. Si l'idée du régime écrit dans les gènes fonctionnait aussi simplement qu'on nous le vend parfois, c'était exactement le genre d'étude où elle aurait dû apparaître. Résultat, le profil génétique testé n'a pas permis de déterminer quel régime ferait mieux perdre du poids. Alors ça ne prouve évidemment pas que la génétique n'interagira jamais avec l'alimentation. Ça montre quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Nous sommes encore très loin de pouvoir regarder quelques variants et en déduire tranquillement
le régime idéal d'une personne. C'est tout. Une autre grande étude européenne, cette fois c'était Food for Me, a testé différentes formes de nutrition personnalisée. Donc là, les recommandations personnalisées pouvaient aider certaines personnes à mieux modifier leur comportement alimentaire. Mais ajouter l'information génétique ne crée pas cette révolution spectaculaire que laisse imaginer le marketing du régime selon votre ADN. Et c'est exactement là que le discours doit rester proportionné aux preuves ou aux démonstrations qui doivent être formulées. Alors on va aborder un autre sujet, puisqu'on est toujours sur le même terrain, on va parler des choses bassement matérielles, parce que l'autre élément qui donne une impression de sérieux, c'est souvent le prix. Une revue publiée en 2026 a d'ailleurs recensé près de 200 rapports génétiques vendus directement aux consommateurs dans le domaine de la nutrition. Le prix moyen, environ 234 $. Alors la grande majorité se situait entre 100 et 500 $, et certains dépassaient les 500 $. Sur le marché actuel, on trouve aussi des offres beaucoup plus hautes, lorsque le test est accompagné d'interprétations, de consultations et de programmes. Ce qui peut paraître logique, il y a quand même une valeur ajoutée. Par exemple, certaines offres européennes affichent environ un tarif dans les 349 € pour un test seul. Plus de 600 € avec plusieurs consultations, et jusqu'à environ 875 € pour un accompagnement plus long. Alors d'autres sociétés vendent plusieurs centaines de rapports qui vont être issus d'un seul échantillon, avec alimentation, sport, risque de maladie et recommandations personnalisées. Attention, le prix, il prouve rien. Un test à 800 € n'est pas automatiquement une arnaque. Et un test à 80 € n'est pas automatiquement sérieux. Le vrai problème, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous achetez réellement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Une mesure, une information de risque, une information réellement capable de changer une décision, ou une histoire extrêmement personnalisée, construite autour d'associations qui, prises une par une, ont parfois très peu de pouvoir prédictif. Parce qu'il y a une technique commerciale qui est quand même assez redoutable dans ce domaine. Plus le rapport contient de résultats, plus il paraît impossible qu'il ne soit pas utile. Mais plus vous testez de marqueurs, plus vous augmentez aussi les chances de trouver quelque chose qui peut sembler, ou qui est, inquiétant ou intéressant. Alors imaginez que je vous fasse passer 150 petits tests et que chacun puisse afficher du vert, du orange ou du rouge. Même si vous êtes en parfaite santé, quelle est la probabilité que les 150 questions affichent vos marqueurs au vert? C'est super faible. Vous allez presque forcément sortir avec quelques lignes oranges et des lignes rouges. Et psychologiquement, c'est celle-là que vous allez regarder et c'est surtout celle-là que vous allez retenir. Pour les 100 autres lignes qui sont intéressantes, vous allez complètement les zapper. Puis va venir le moment parfait pour faire le poisson. Ici, vous avez une faiblesse. Là, vous avez une prédisposition. Ici, votre métabolisme serait moins efficace. Forcément, il existe une solution. Un complément, une vitamine, une nouvelle analyse, un programme, une consultation, un régime. On transforme ainsi une prédisposition statistique en problème personnel, puis le dit problème en produit. Mais il faut maintenant quand même faire attention et à ne pas tomber dans l'excès inverse. Parce que certains résultats génétiques, eux, changent réellement la médecine. Réellement. Encore heureux. Il existe des mutations rares qui sont responsables de maladies héréditaires, par exemple, avec un effet beaucoup plus puissant. Dans certaines familles touchées par des formes très précoces d'Alzheimer, il y a des mutations dans des gènes comme APP, PSEN1 ou 2, qui peuvent avoir une signification radicalement différente d'APOE4. Là, on parle plus simplement d'un petit décalage statistique trouvé dans un rapport bien-être, parce que souvent c'est ça, c'est des rapports bien-être. On parle de génétique clinique, là. Même chose dans d'autres domaines avec certaines maladies monogéniques, certaines prédispositions majeures au cancer ou certaines maladies métaboliques héréditaires. Donc, le message de cette vidéo, c'est absolument pas la génétique, ça sert à rien. Ouh là là, loin s'en faut, ça serait complètement absurde. La génétique moderne, c'est l'un des outils les plus puissants de la médecine. Donc, bien sûr
que c'est extrêmement utile et que ça ne sert pas à rien. Le message, c'est plutôt tous les résultats génétiques n'ont pas la même valeur. Et surtout, une information génétique utile n'autorise pas automatiquement toutes les recommandations qu'on veut bien lui apporter. Alors, si on revient à POE4, on va rester dessus, puisqu'on a commencé avec lui, il y a même aujourd'hui une raison médicale très concrète pour laquelle connaître son statut APOE peut devenir important chez certains patients atteints d'Alzheimer. Concrètement, certains traitements anti-amyloïdes peuvent provoquer un effet indésirable appelé ARIA, avec gonflement ou petit saignement dans le cerveau. Bon, on est d'accord que les personnes qui possèdent APOE4, surtout 2 copies, présentent davantage de risques de ce type de complications. Donc c'est plutôt intéressant de le savoir. Et dans ce contexte précis, connaître APOE peut réellement participer à une décision thérapeutique, à anticiper éventuellement les choses, à se prémunir. Vous voyez la différence? Là, le résultat, il répond à une question précise. On ne teste pas APOE pour fabriquer une histoire générale sur votre alimentation génétique. On l'utilise parce qu'un résultat peut modifier l'évaluation d'un traitement particulier. En fait, on l'utilise parce qu'un résultat peut modifier l'évaluation d'un traitement particulier. Voilà ce qu'est une information génétique réellement actionnable. Alors maintenant, on va prendre l'autre scénario. Vous avez 50 ans, vous allez bien, vous faites un test bien-être, on découvre APOE4. Et immédiatement, quelqu'un vous annonce que vous devez arrêter tel aliment, arrêter de manger tel autre, prendre 4 compléments et suivre son protocole parce que vos gènes l'exigent. Ok, là, la bonne question, elle est simple là aussi. Ok, argumentez. Je veux dire, quelle étude a montré que des personnes ayant exactement mon génotype obtiennent de meilleurs résultats cliniques avec ce protocole précis que sans? Pas une étude montrant qu'APOE4 est associé à Alzheimer. Ça, on le sait déjà. Pas une étude montrant qu'un aliment influence un marqueur biologique. C'est pas la même question. Donc, ce qu'on veut, c'est l'étude qui relie réellement les deux, mon génotype et cette intervention. Et un résultat utile chez l'être humain, pour mon corps. Et vous allez voir que très souvent, malheureusement, le discours il devient beaucoup moins, pas spectaculaire, mais c'est beaucoup plus flou, on est dans le flou artistique. Alors il existe évidemment des recommandations de santé très sensées pour réduire le risque de démence, comme bouger, éviter l'alcool, le tabac, prendre soin de sa santé, cardiovasculaire, traiter une hypertension, rester actif, intellectuellement et socialement, dormir correctement. Évidemment, mais vous remarquez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'un test à 500 € pour découvrir que fumer, dormir 4 heures par nuit et être hypertendu et ne jamais bouger, c'est probablement pas la meilleure des stratégies pour votre cerveau et pour votre organisme en règle générale. Et c'est là que certains rapports génétiques deviennent presque comiques si ça n'avait pas un côté tragique. Vous payez plusieurs centaines d'euros pour recevoir 20 pages, alors extrêmement sophistiquées, qui finissent parfois par vous conseiller de mieux dormir, faire de l'exercice et manger correctement. Super. La personnalisation, elle peut devenir davantage une présentation qu'une révolution biologique. Il existe un autre piège aussi, la précision des pourcentages. Un rapport peut vous dire risque augmenté de 38%. Ok, mais alors ça semble complètement terrifiant, on vous le dit avec un ton complètement dramatique, mais augmenté par rapport à quoi? On parle de quoi? Si le risque passe de 1 à 1,38%, l'augmentation relative, elle est bien de 38, mais le risque absolu, il a augmenté que de 0,38 points. Donc à l'inverse, pour APOE4, l'effet est suffisamment important pour être pris au sérieux. Le problème n'est non pas le mot risque, le problème est de savoir quel risque, de quelle ampleur, sur quelle population, à quel âge et avec quelles conséquences concrètes. Sans ça, un pourcentage, ça devient rien, c'est un outil pour impressionner en fait. Un autre point, par exemple, à surveiller, les variants, très fréquents. Si un variant est présent chez une énorme partie de la population, ça doit déjà vous faire réfléchir lorsqu'on vous le présente comme une anomalie personnelle. Genre extraordinaire. Non. On va prendre MTHFR, qui est probablement l'exemple le plus célèbre. Des millions de personnes possèdent des variants fréquents de ce gène. Ça peut avoir des effets biologiques mesurables,
Mais sur Internet, on a réussi à transformer MTHFR en explication universelle de symptômes incroyablement variés, puis en porte d'entrée vers une quantité impressionnante de compléments, méthylation. Encore une fois, le mécanisme biologique peut exister. C'est l'extension commerciale du dit mécanisme qui peut devenir complètement, pas délirante, mais bon, ça dérive un peu, quoi. Et c'est probablement la règle la plus importante de toute cette vidéo. Plus une conclusion s'éloigne de ce que le test mesure directement, plus vous devez vous poser des questions et demander à ce qu'on vous développe les arguments qui sont avancés. Alors, le test montre un variant. Très bien, ce variant modifie un risque. Peut-être, ce risque justifie une action à démontrer, et cette action doit être alimentaire, encore une fois, à démontrer. Cette alimentation doit être précisément celle qu'on vous vend. Là aussi, il faut une sacrée démonstration. Je veux dire, si, comme par hasard, chaque étape vous rapproche d'un produit supplémentaire vendu par la même personne, vous avez parfaitement le droit, surtout presque le devoir, d'être beaucoup plus exigeant sur les démonstrations qui vont vous être faites. Il existe une manière extrêmement simple de tester la qualité du discours. Posez 4 questions. La première, est-ce que ce gène provoque une maladie ou est-ce qu'il augmente seulement un risque? La deuxième, quelle est l'importance réelle de ce risque? La troisième, est-ce qu'une intervention spécifique a réellement été testée chez les personnes possédant ce variant? Et enfin la quatrième, est-ce que le résultat change quelque chose que je n'aurais pas fait de toute façon? Je veux dire, ces 4 questions, elles détruisent une partie du brouillard dans lequel on vous a plongé. Parce qu'un rapport, il peut être très long, tout en répondant très mal à ces questions. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par le nombre de gènes analysés. 150 points faibles ne valent pas un seul résultat réellement actionnable. Et ce qui compte, c'est pas combien de pages vous allez recevoir, c'est combien de décisions solides vous allez pouvoir prendre grâce à elles. La génétique va probablement jouer un rôle de plus en plus important dans la nutrition et dans la médecine personnalisée. Mais nous sommes dans une période dangereuse, voire suspecte, comme on dit en commercial. La science, elle avance vite. Le marketing, lui, il avance encore plus vite. Et entre les deux, il existe un espace qui peut être rentable, mais c'est surtout une petite zone d'ombre. Alors, assez de science pour que le discours paraisse crédible, mais pas toujours assez de science pour que la recommandation soit réellement démontrée. Et c'est dans cet espace que naît une sorte d'arnaque génétique. Alors, pas nécessairement un faux laboratoire, pas nécessairement un faux résultat, faut pas voir le mal partout non plus, faut pas être parano, mais une vraie donnée biologique à laquelle on fait dire encore beaucoup plus qu'elle ne dit. On prend une prédisposition et on va la transformer en peur. On transforme alors l'apport en besoin et on transforme le besoin en achat. Voilà, c'est QFD. Donc attention, gardez la tête froide. APOE4, c'est justement l'exemple parfait parce qu'il oblige à être vigilant, à se poser des questions. Oui, APOE4 compte. Non, APOE4 ne signifie pas que vous avez ou que vous allez avoir Alzheimer. Oui, 2 copies sont beaucoup plus préoccupantes qu'aucune. Non, cela ne signifie pas qu'un médecin ou autre peut en déduire automatiquement de ce résultat votre régime alimentaire idéal. Oui, la génétique peut parfois changer une décision médicale très concrète, mais non, 50 pages de variants ne sont pas 50 décisions médicales. Donc au fond, la vraie question n'est donc pas est-ce que mes gènes sont bons ou mauvais, mais qu'est-ce que cette information change réellement, ici et maintenant, dans ce qu'on sait de mon corps. Et si la réponse est claire, démontrée, utile, le test peut avoir de la valeur. Et si la réponse devient une liste interminable de peurs, de restrictions, de compléments, de produits à acheter, ou alors vous n'avez peut-être pas reçu le mode d'emploi de votre ADN. Vous avez peut-être surtout reçu un catalogue très personnalisé avec votre nom imprimé dessus. Alors maintenant, dites-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà fait des tests génétiques censés déterminer votre alimentation,
qu'est-ce qui vous a été préconisé, qu'est-ce qu'on vous a appris sur les risques d'une éventuelle maladie, et puis éventuellement, si vous osez dire, combien tout cela vous a coûté. Merci beaucoup et à bientôt.